Vaste sujet. Vaste sujet d'abord de celui de la guerre de l'information. Est-ce une guerre et est-ce que l'information est un outil de guerre? Il y a des débats entre spécialistes. Il y a une école de pensée qui dit il n'y a de guerre que la guerre militaire. Ils ont le droit de le penser. C'est la vision de Clausewitz depuis 2 siècles en Europe. Et puis d'autres qui disent non, la guerre c'est un acte social par lequel un parti va imposer sa volonté à l'autre et soumettre celui-ci à sa volonté. Et donc soumettre l'autre à sa volonté, ça se fait effectivement par des biais de violence, l'usage de la violence évidemment, mais il y en a plein d'autres. Ça peut se faire par le droit, par la négociation, par la diplomatie, et ça peut aussi se faire par l'information. L'information qui est jamais qu'un support et un message qui va être intégré par la tierce partie et qui va chez elle créer des mécanismes intellectuels qui vont amener ou non à sa soumission au désir de l'émetteur. Donc oui, je pense qu'il y a une guerre, c'est-à-dire il y a bien une façon dont nos sociétés modernes travaillent à la soumission d'autres sociétés au travers d'un certain nombre de corpus ou de méthodes. Parmi ces méthodes, il y en a plusieurs. La première, c'est celle qu'on développe le plus à l'école de guerre économique, qui est la méthode qui consiste à considérer que la connaissance est un outil de puissance. Celui qui sait mieux, plus vite, plus tôt, plus en profondeur que les autres, va par nature avoir le bénéfice d'un gain concurrentiel sur la décision par rapport à l'autre. Le deuxième domaine, c'est celui de l'information. La façon dont on informe les différents publics, la façon dont on leur délivre des données qui vont être gérées par les perceptions ou les représentations, c'est une façon aussi de prédisposer l'individu, le client, le partenaire, à un certain nombre de comportements. Le troisième élément, c'est la communication, au sens classique où on l'entend. C'est-à-dire la technique qui consiste à adresser des messages à une cible donnée, à un public donné, une audience donnée, avec une intention d'attirer son attention, de le séduire, de le faire aimer, de lui faire éventuellement transformer sa pensée et fondamentalement de chercher à le convaincre, c'est-à-dire d'amener cette cible dans votre camp. Ça, c'est le troisième champ de la guerre de l'information. Le quatrième, c'est celui de l'influence. Et là, on est dans un champ radicalement différent. L'influence ne cherche pas à convaincre, c'est-à-dire elle ne va pas chercher à vous dire « Regardez pourquoi vous auriez raison de penser comme moi », mais elle va créer chez la cible des phénomènes psychologiques, cognitifs. Elle va utiliser les mécanismes de pensée de l'autre pour créer chez cette cible non pas des attitudes, c'est-à-dire non pas une pensée différente, mais pour changer sa façon d'agir, son comportement. Tous, il nous est arrivé de faire des choses dans nos vies professionnelles, affectives, du quotidien, des choses sur lesquelles nous n'adhérions pas, mais nous avions la conscience que c'était un mal nécessaire ou une nécessité à faire. Ça nous est tous arrivé toujours. Eh bien, ce jour-là, vous étiez persuadé qu'il fallait le faire, mais vous n'étiez pas convaincu par la nature de ce qu'il fallait faire. Si vous faites de l'influence, vous cherchez à faire agir les gens, pas à les convaincre. Pour faire simple, quand j'étais communicant, je cherchais à faire aimer, je cherchais à me faire apprécier, je cherchais à me faire admettre, je cherchais à convaincre. Quand j'ai basculé du côté obscur de la force, c'est-à-dire l'intelligence, l'influence, eh bien là, je suis allé chercher non plus l'affectif, mais le comportement, la façon d'agir, en évacuant tout le reste. Et évidemment, je gagne énormément de temps, parce que convaincre, c'est très long, c'est très difficile, très compliqué. Mais je dis, je ne vais pas vous convaincre, mais vous allez quand même faire ce que je vous dis, pour X raisons. C'est le quatrième grand pilier. Je vous disais, la guerre de l'information, c'est le cognitif, l'information, la communication, l'influence. Et ça, c'est des domaines qui sont
effectivement plus enseigné, sachant pourquoi que le GE s'est-elle positionné sur l'influence. C'est quand on est dans la guerre économique, vous n'imaginez pas que vous allez convaincre votre adversaire d'être bienveillant pour vous. C'est inconcevable. Par contre, on peut le persuader. C'est-à-dire que ce qu'il veut me contraindre ou m'obliger à faire, ou qu'il ne veut pas faire, ou il faut que je l'en dissuade, ou il faut que je me mette dans une posture telle que il me laisse tranquille, développer ma propre puissance. Donc oui, l'influence est bien plus intéressante pour la guerre économique, parce qu'elle agit, au sens propre du terme, par rapport à la communication, où regardez comme je suis gentil, mon entreprise est sympathique, vous allez rester, etc. Ça, c'est pas possible. Pour vous illustrer ça, je peux vous citer un cas que je connais bien. 2 sociétés se battent sur un marché, quelque part dans le monde, sur un pays. La première est toute puissante et inattaquable, la deuxième est beaucoup plus modeste et a beaucoup moins d'ambition, y compris celle de ne pas être le numéro 1. La numéro 2 veut voir le numéro 1 en lui disant « Écoutez, on va cartéliser le marché dans notre pays. Je vous promets, vous resterez premier. Arrangeons-nous pour que je reste second. » Quand les responsables sont venus me présenter le sujet, j'ai un peu dit « Mais ça n'a aucun sens. » Parce que quand on est le premier, quel que soit le second, je suis le premier, c'est ça qui m'intéresse. Et au contraire, j'ai plutôt intérêt à ce que le second et le troisième se battent ensemble, comme ça, ils ne viennent pas me manier. Je dis, ben oui, effectivement, c'est la réaction qu'on a eue. Et la demande a été, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut amener le numéro 1 à discuter avec le numéro 2. C'était ça la demande. Comment on l'a obtenu ? On l'a obtenu en laissant entendre que le numéro 2 local, ne trouvant pas d'accord avec le numéro 1 local, allait s'associer avec le numéro 1 mondial pour dégager le numéro 1 local. Et là, le numéro 1 local a eu peur. Et là, ils sont venus parler. Est-ce que c'était vrai ? Non. On ne les a pas convaincus, hein. On les a persuadés. Aucun directeur de la communication que je connaisse ne fera jamais fait ça. Un influenceur, une diplomatie publique, diplomatie d'affaires, peut se le permettre. Et là, on utilise n'importe quel moyen, en tout cas de rumeurs, voilà. Et ça, c'est pas de la rhétorique, c'est de la sophistique. Comment je vais tourner les réalités ? Comment je vais, grâce aux mots, créer des sensations, créer des perceptions différentes, et donc entraîner chez l'autre un acte qu'il n'aurait pas fait spontanément. C'est la définition initiale de l'influence. Amener quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément. Maintenant, je ne suis pas complètement aveugle. Il y a au-delà de ces 4 piliers, un 5e pilier qui existe, qui est largement développé, qui est terriblement efficace. Ça s'appelle la propagande. La propagande, soit au sens traditionnel, on peut l'entendre, soit au sens des nouvelles doctrines nord-américaines qui appellent ça le sharp power. Vous connaissez, au moins de notoriété, des notions comme le soft power, le hard power, le smart power, qui sont des nuances d'influence. Et puis, les Nord-Américains, au travers d'un certain nombre de leurs think tanks, nous ont sorti le sharp power, qui n'est simplement que l'identification de la propagande moderne, quoi. Donc ça, on est dans un tout autre univers, qui est la contrainte par les mots. Et la contrainte par les mots est quelque chose qui sort du domaine et du légal, et du moral, et de l'éthique, et surtout qui rentre dans des logiques qui sont totalement délétères. Donc, si je suis quelqu'un de guerre de l'information, oui. Est-ce que j'ai fait de l'information, de la com, des relations publiques et de l'influence dure, y compris dans des confrontations militaires dures? Oui. On essaye d'éviter de faire de la propagande. Je ne fais pas de propagande. C'est un autre univers. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, c'est pas celui dans lequel on évolue, tout simplement parce que c'est à la fois délétère, sensible, excessif, et qu'à chaque fois qu'on a trouvé des propagandistes les doigts dans les confitures, ça s'est pas très très bien passé. Donc pour les entreprises, on est dans la guerre économique, c'est plutôt des entreprises. Généralement, c'est un risque stratégique majeur, parce que ça veut dire perte de crédibilité, perte de confiance, des différents publics, des partenaires, des autorités, voire de la clientèle, et que ça, c'est effectivement quelque chose
et dangereux. Donc voilà comment il faut concevoir la guerre de l'information. Ce qu'elle apporte à l'intelligence économique, c'est un levier en fait. C'est un levier qui permet de faire plein de choses. Pour vous donner un exemple dans le domaine de la veille. Il y a quelques années, quand les outils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, j'ai été dans une situation où on devait identifier les opposants aux intérêts d'une organisation que nous avions à servir. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, ça a été de créer un site internet d'attaque contre notre propre entreprise. Alors c'est un peu contre-intuitif, hein, je le reconnais. En définitive, c'était quoi? C'était faire une plateforme dans laquelle les haines, les haters, les opposants viendraient, déverseraient leur haine. Seulement là, on les avait devisés, puisque c'était nous les administrateurs du site. C'est ce qu'on appelle un site pot de miel, c'est exactement le terme. Dans le métier, on avait d'autres mots pour ça, mais et ça marchait très bien. Ce qui voulait dire qu'en temps réel, on savait qui disait quoi, qu'on pouvait, en fonction d'un certain nombre de choses, de temps en temps, faire disparaître certains messages qui nous posaient problème. On pouvait même rajouter ou faire des expériences sur des problématiques, voir comment prenaient les thématiques. Et on n'avait pas besoin de chercher, c'est les gens qui venaient. Avec en plus la maîtrise d'un système qui nous permettait à tout moment de blacklister des opérateurs, voir si ça avait été nécessaire, de fermer le site en 24 heures. Donc de couper la plateforme qui amenait le problème. Donc oui, c'est un peu contre-intuitif, mais voilà comment l'influence fait levier. C'est-à-dire comment on va amener les gens à agir, certes contre nous-mêmes, mais ça les oblige à se dévoiler, à s'identifier. Vous avez les adresses IP, vous savez qui, quand, où, comment, vous trouvez qui est derrière, c'est-à-dire vous faites un travail d'enquête, de veille, vous faites aussi un travail de protection, puisque je vous rappelle que l'intelligence économique, c'est aussi la protection du patrimoine informationnel. Donc vous savez qui vous attaque, quand, comment, pourquoi, vous savez ce qu'ils savent, vous savez ce qu'ils ne savent pas, et vous protégez comme ça. Pendant ce temps-là, vous pouvez détourner l'attention sur des problèmes qui sont peut-être vrais d'ailleurs au demeurant, hein, mais qui d'un seul coup vont être... si vous avez un problème à gauche, ben, vous faites un contre-feu à droite, tout le monde va se jeter sur la droite et vous aurez la paix à gauche. Ben, c'est comme ça que ça fonctionne et que l'influence fonctionne. Alors oui et non. L'influence, c'est vieux comme le monde. Depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est homme, il y a influence. C'est-à-dire que l'influence, c'est en soi une relation sociale à l'autre. C'est comment je vais amener l'autre à aller dans le sens de mes intérêts. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, y compris dans nos relations les plus intimes et les personnelles, de la séduction jusqu'à plein d'autres choses. C'est quel va être l'état de ma relation à l'autre. Alors, elle peut être apaisée, bienveillante, collaborative, participative, ce que vous voulez. Et puis, la nature étant ce qu'elle est, il y a des moments, elles sont un peu plus tendues, un peu plus confrontationnelles, voire totalement en confrontation. Et à ce moment-là, la bienveillance et la diplomatie n'a plus beaucoup à voir avec ça. Or, j'allais dire, si entre convaincre et la batte de baseball, il n'y a pas d'intermédiaire, ça ne vous laisse pas beaucoup de choix. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Or, nous avons tous utilisé ces méthodes d'influence pour obtenir quelque chose, pour obtenir une augmentation, pour obtenir un rendez-vous, on a tous fait ça. Et on a parfois poussé un petit peu la contrainte ou poussé un petit peu la vérité pour obtenir ça. Ça fait partie du développement de notre puissance. Donc, l'influence, c'est vieux quand même. Ça précède et de très très loin l'intelligence économique. Puis l'influence, au fur et à mesure des siècles, s'est structurée, s'est pensée et a été vécue de manière différente. Les sociétés que je dirais les plus philosophiquement avancées ont considéré que
l'influence dans ce qu'elle porte de contrainte sur l'autre pose un problème moral. Le problème, c'est que si j'ai le choix entre convaincre et influencer, il vaut mieux convaincre, nous sommes d'accord. Mais si je me retrouve comme en guerre économique entre persuader ou faire la guerre tout court, il vaut mieux persuader. Donc admettre que cette fonction a une réalité utile dans les rapports de force. Cette prise en compte a été très variable en fonction des années, des périodes. Je dirais que la grande période de l'influence dure a commencé avec Machiavel. Donc là, c'est un 15e siècle, on a eu le temps d'évoluer depuis, même si Sun Tzu en parlait très très bien dans ses ouvrages il y a 25 siècles. Donc, mais en Occident, c'est vraiment Machiavel qui a ramené les techniques de l'influence, du renseignement, de l'utilisation des rumeurs, de l'agitation politique, etc., au niveau de l'utilisation de la puissance. Mais tous nos pays occidentaux, judéo-chrétiens, ont eu des difficultés avec ces choses-là. Pas tant que ça, puisque le Vatican avait créé la Sainte Congrégation de propagation de la foi, c'est-à-dire un outil d'influence, une propagation de la foi. En latin, ça dit propaganda fide, ça vient de là, la propagande. Donc, tout judéo-chrétien, il y avait quand même la volonté d'influencer. Entre autres, en l'occurrence, c'était les protestants qui quittaient le giron de l'Église catholique romaine. Donc ça, là encore, toujours existé avec des contradictions entre ça pose problème et j'en ai besoin. Ce phénomène, ce double phénomène, on l'a toujours eu. Donc il y a des fois où on l'a beaucoup utilisé, il y a des fois où on l'a mal utilisé, il y a des fois où on n'a pas voulu l'utiliser. Si je prends la Deuxième Guerre mondiale où la propagande a été un outil de guerre de l'information absolument majeur, et pendant toute cette période, tout le XXe siècle, inutile de vous citer les Goebbels, les Staline, les Mao, tous les régimes dictatoriaux, enfin, etc. Et pas seulement eux, les régimes dits démocratiques occidentaux ne s'en sont pas privés. Voulez-vous que je vous rappelle, par exemple, la problématique des armes de destruction massive en Irak? On les cherche toujours, mais on a fait la guerre pour empêcher qu'on les utilise. Donc il y a quand même, de ce niveau-là, on n'est pas non plus complètement innocent. Mais il y a eu des périodes très intenses. Et à cause de la violence et de l'excès qui en a été fait, il y a eu, à partir des guerres de décolonisation, il y a eu des vrais tabous dessus. Et avec le paradoxe, c'est que tout le monde reconnaissait que c'est des techniques particulièrement efficaces, particulièrement réelles, particulièrement puissantes, mais jugées comme particulièrement sensibles et dangereuses. Donc il y a eu une sorte de retrait global des autorités à se dire non, trop sensible, il y a eu trop d'excès, donc on arrête. Et donc moi j'ai connu cette période-là. Quand j'ai commencé dans cet univers-là, on l'a recommencé parce qu'on était contraint de le faire, parce que les gens en face de nous l'utilisaient déjà, et qu'on n'avait plus le moyen de compréhension, d'analyse, de capture d'information. On était complètement... Mais il y a des moments où ça commençait à poser des problèmes à nos autorités, civiles ou militaires. Donc les uns et les autres se sont dit, tiens, il faudrait qu'on commence à se réintéresser au problème. Le point d'inflexion pour moi, c'est quand le monde militaire a réadhéré à un certain nombre de doctrines de l'OTAN sur la guerre de l'information. Donc là, on est dans les milieu des années 90, 95. Et il faudra une dizaine d'années pour arriver en 2004, le rapport, enfin pas le rapport, mais les travaux du groupe de travail de M. Alain Juillet au SGDSN, où parmi les compétences qu'il fallait reprendre, réacquérir, dominer, enseigner, il y avait l'influence. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'État s'est dit « je ne peux plus passer à côté de ça ». Et donc, à partir de ce moment-là, on est sorti un peu de l'anonymat, pour ne pas dire de la clandestinité, pour ne pas dire pire. J'ai travaillé pendant des années sans être sur les organigrammes, sans avoir de nom, c'est-à-dire qu'on faisait, mais avec une sensibilité absolument majeure. Aujourd'hui, tout le monde parle de soft power. Ça gêne personne, tout le monde trouve que c'est très gentil.
C'est pas gentil du tout, le soft power. C'est quelque chose d'extraordinairement agressif, d'extraordinairement offensif, mais béni par les nouvelles pensées, entraînées par les États-Unis, d'un seul coup, ça redevient fréquentable et acceptable. Puis le software, on a quand même compris que c'était quand même mieux que la guerre toute seule. Donc effectivement, c'est revenu. Et donc ces 20 dernières années ou 25 dernières années, j'ai vu revenir un certain nombre de fonctions. La plus ancienne, c'est le lobbying. Le lobbying, c'est des techniques d'influence sur un public particulier. C'est les élus et rédacteurs des textes, lois, règlements, et faire pondre des textes favorables aux intérêts du groupe en question. Donc c'est une opération d'influence sur les élus, ce qui est un débat en France par rapport à la légitimité du lobbying sur la démocratie. En France, la démocratie, la légitimité appartient au peuple. Donc s'il y a des corps intermédiaires qui s'appellent des lobbyistes et qui servent des intérêts privés, ça veut dire qu'on sort du système républicain. C'est pour ça qu'on a du mal avec le lobbying en France, qui, par exemple, les anglo-saxons n'ont aucun mal avec. C'est vrai que c'était les premiers à s'en servir, à en bénéficier, c'était logique. Après, j'ai commencé à voir des choses comme les affaires publiques, c'est-à-dire, ou les affaires institutionnelles aussi, ça s'appelle, c'est-à-dire des gens qui ont essayé de modifier l'environnement par l'influence. C'est pas de la communication, c'est de l'influence. Alors, appelez ça le club des fumeurs de cigares à l'Assemblée nationale, qui cache bien mal le lobby du tabac vis-à-vis de nos élus. Et puis, j'ai vu apparaître, alors les fonctions existaient, les gens existaient, mais ils n'avaient pas de nom, mais on a commencé à appeler ça de la diplomatie d'affaires ou de la diplomatie publique. C'est-à-dire des gens qui structurent une stratégie d'influence sur l'intégralité des publics de l'entreprise. Les clients, les fournisseurs, les partenaires, les adversaires, les élus, sur des visions très, très stratégiques. Donc petit à petit, c'est venu. Lorsque j'ai commencé les cours sur l'influence, ça s'appelait des cours sur l'influence, et c'est fini en cours de diplomatie publique. Simplement, je rajoutais ou je précisais que j'étais ni diplomate, ni public. C'est-à-dire que je venais pas pour négocier, et je venais pas pour être vu. C'était pas mon sujet. Je venais pour amener à gagner quelque chose. Donc cette dimension de l'influence, aujourd'hui, est beaucoup plus institutionnalisée, beaucoup plus visible, beaucoup plus connue et beaucoup plus admis, y compris en France. Ça a pris 25 ans, ça prendra sans doute encore quelques années pour être totalement planifié. Il faut savoir que d'un point de vue doctrinal, la prochaine étape va être la création d'une discipline qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, que moi j'ai vu naître dans les recherches fondamentales puis appliquées, qui s'appelle là ou les stratcom, les communications stratégiques. C'est-à-dire que je vous ai dit que la guerre de l'information, c'est 4 plus 1 piliers. Cognition, information, communication, influence. Je mets de côté la propagande. Bien, quand vous avez 4 métiers, il faut qu'il y ait quelque chose, un parapluie au-dessus qui mette tout le monde d'accord au niveau stratégique. C'est cette fonction de stratum qui est en train d'arriver. Je connais un certain nombre d'organisations qui sont en train de s'équiper, de se doter, je ne doute pas que ça va continuer. Donc on est en train de revenir dans l'industrialisation de l'influence et de la sainte congrégation de la foi, adaptée à chaque entité. Quand je dis des entités, c'est des entreprises, c'est des fondations, c'est des associations, c'est tout corps social qui participe du fonctionnement de la société. Et là, il n'y a aucune limite à ça. Nous assistons à une révolution de la technique sur ces choses-là. Aujourd'hui, autrefois, faire une manipulation de l'information ou une désinformation relevait d'un état technique ou d'une complexité très forte. Il fallait vraiment des services très spécialisés, très obscurs pour le faire. Aujourd'hui, n'importe quel blogueur au fin fond du Pérou à 2h du matin peut vous déstabiliser pour le prix d'un SMS ou d'une photo truquée Nike dans le monde. Autrement dit, grâce aux techniques, au numérique, au web, à la vitesse de propagation, à l'aspect viral de toutes ces choses-là, on a des rendements informationnels absolument colossaux.
qui n'existait pas auparavant. Avoir un service qui était capable de faire ça, pour contrer ça, le citoyen était bien incapable de le faire. Il n'en avait pas les moyens, pas les compétences. Aujourd'hui, un simple mail, une simple photo, et on le voit aussi aujourd'hui, l'IA, qui fait dire n'importe qui à n'importe quoi avec une qualité qui fait qu'on ne sait plus où est la vérité, fait qu'on a une révolution totale des moyens de diffusion. Donc pour les gens comme moi, ça a fait une énorme différence. C'est-à-dire que pour un prix absolument dérisoire, on arrive à avoir une efficacité phénoménale. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, je faisais une conférence et j'étais devant des gens qui vendaient des produits au Moyen-Orient. Et je devais, entre guillemets, réveiller le conseil d'administration de cette grosse entreprise française sur les problèmes d'influence. Et histoire de mettre de l'ambiance, j'ai commencé la conférence comme ça en disant « Écoutez, j'ai fait une veille sur votre marque au Moyen-Orient. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a 2 sites d'attaque au Moyen-Orient qui sont en train d'attaquer votre marque en disant que vos produits sont enduits d'huile de porc ?» Donc, autrement dit, j'étais en train de leur dire, il y a une rumeur contre vos produits qui disent qu'il y a du porc dans vos produits au Moyen-Orient. Donc là, j'ai fait 20 morts dans la salle parce qu'évidemment, les gens comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Et à un moment, je leur dis, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas vrai, vous n'êtes pas attaqué, donc tout va bien. La mauvaise nouvelle, c'est que vous me donnez 20 000 €, je vous le fais en 48 heures. Lancer une rumeur, ça coûte rien. Vous envoyez 3 opérateurs à Alexandrie, à Damas, machin, vous les mettez dans un internet café et il envoie la rumeur, la photo, le truc, le fossile, c'est fait. Donc oui, la technique a complètement révolutionné ça. C'est infiniment plus facile. Et là-dessus, comme il y a des milliers d'opérateurs, il y a des milliers de gens qui veulent en être, vous avez une créativité, une intelligence, absolument phénoménale. Et ça a démultiplié les choses. Par exemple, j'ai vu une rumeur qui disait que si vous preniez une canette de Coca-Cola, vous la regardiez dans une vitre et vous lisiez de droite à gauche comme on lit en arabe, Coca-Cola aurait voulu dire, l'écriture Coca aurait voulu exprimer en arabe un blasphème contre le Coran. Évidemment, si vous êtes un croyant sincère, ça vous choque, vous ne prenez plus de Coca-Cola. Le type, ça prend combien l'idée? Ça prend combien de faire croire à ça? Rien. Par contre, ça devient viral. Hein. Donc, moins 10% de chute des ventes de Coca-Cola et un certain nombre d'efforts des directions des affaires publiques pour rétablir une vérité qui est que non, ça ne voulait rien dire et qu'il faut se calmer. Infiniment plus cher. C'est pour ça que je dis que le rendement informationnel est hors de toute proportion. Le gagnant l'attaquant est gagnant la plupart du temps et le coût de contre-offensive est extrêmement cher. Sauf si vous changez de technique. La contre-offensive est chère si vous prétendez à communiquer. C'est-à-dire si vous prétendez à convaincre que l'attaque n'est pas fondée. Maintenant, il y a une autre façon de faire. C'est dissuader l'adversaire de recommencer. Ou le mettre dans une posture où lui-même va être en difficulté. Ça, c'est des techniques qu'on a souvent utilisées. C'est-à-dire que vous identifiez la source et vous l'éclaboussez de la même façon. Et lui se retrouve dans la situation où lui va devoir arrêter la... Mais c'est pas de la communication. Ça, c'est de l'influence de confrontation. Oui et non. Oui, au sens où, depuis 25 ans, nous avons tous assisté à un certain nombre de phénomènes d'attaques sur ou les produits, ou les services, ou des choses d'intérêt national. Donc nos dirigeants ne sont pas complètement autistes et observent ce genre de choses. C'est une réalité. La question, c'est ont-ils la formation, l'éducation, la volonté d'y répondre et d'agir avec?
Et là, c'est beaucoup plus variable. Pendant très longtemps, à cause des blocages culturels que nous avions, la réponse était on ne répond pas. Donc on se prend les attaques et on se prend les attaques. Et on souffre, voire on meurt. Bon. Mais on agit en chevalier, on ne va pas se battre comme les autres. Et puis petit à petit, oui, il y a eu une prise de conscience et M. Alain Juillet a été absolument salvateur là-dedans, qui a poussé effectivement les organisations à regarder ça de plus près, à faire des veilles défensives, savoir en quoi elles étaient en péril. Derrière ça, à prendre en compte et à essayer de corriger, à préempter les vulnérabilités, parce que parfois on était aussi vulnérable. Il peut y avoir des attaques qui sont fondées. Donc la première chose, quand on est dans la guerre économique, c'est de ne pas être vulnérable. Donc il y a une façon d'aborder les problématiques. C'est en train de rentrer dans les mœurs, lentement. Je pense que la grande rupture, ça va être dans les 10 années où nous sommes. La génération d'avant, pour faire simple, la mienne, est en train de partir des métiers, des postes de direction. Et pour une raison de développement numérique, on s'aperçoit que la génération qui est en train de prendre le pouvoir, c'est pas les quinquas, c'est même pas les quadras, c'est les trentenaires, aujourd'hui. On le voit par exemple au gouvernement. Hein. Vous preniez le gouvernement de Gaulle, ils avaient tous 70 ans, et vous prenez le gouvernement Macron, il y a une sévère baisse d'âge. Parce que c'est une transformation anthropologique de la société et culturelle. C'est-à-dire qu'un quinquas n'est pas un digital natif, un trentenaire est digital natif. Donc ils sont en train de prendre le pouvoir. Et ceux-là, oui, ils connaissent, ils ont vu, ils ont expérimenté. Et ils seront beaucoup plus à même de se saisir de ces sujets pour les transformer dans leurs entreprises. C'est pour ça que j'ai vu des entreprises, effectivement, faire partir un de leurs PDG à 72 ans et prendre un gars de 36 pour lui succéder, ce qui n'était pas du tout la culture d'entreprise. Mais celui qui a 36, il a ça, il a le numérique, le digital natif. Donc il connaît cette culture, ce langage, et en matière d'influence, et évidemment, ça joue. Regardez comme nos élus tweetent, like, etc., avec plus ou moins de talent, mais aussi plus ou moins de personnel derrière. Hein. Il est relativement rare que nos autorités prennent leur téléphone et ils le fassent tout seuls. Hein. Il y a des gens qui savent organiser, et là ça me permet de revenir sur votre question sur les stratégies. Oui, il y a maintenant des stratégies possibles parce qu'il y a des outils possibles. Parce qu'il y a des techniciens, parce qu'il y a des webmasters, parce qu'il y a des animateurs de réseau, parce que ça n'existait pas il y a 20 ans. Et donc on peut à partir de là avoir tout un panel d'outils qui vont être utiles et utilisés. J'y mets à une condition, c'est qu'ils soient coordonnés, pensés, conceptualisés, planifiés par un niveau stratégique au-dessus. Sinon ça va partir dans tous les sens, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Donc oui, la technologie a complètement transformé tout ça. Mais je vous dis, combien coûte un SMS? Rien. Combien coûte une fausse photo? Rien. Est-ce que ça marche? Oui. Regardez l'affaire de la déstabilisation de la France par le FSB, qui a, avec des pochoirs et des étoiles de David sur les murs, fait un bruit phénoménal. Coût de l'opération? Un pochoir, une bombe d'encre. Ça va, on est dans un bon rendement informationnel. Pas depuis 2004. Pas depuis. Alors, l'État a toujours un peu fait ça, mais c'était dans des officines ou dans des services très spécialisés, très confidentiels, et sous le sceau de la raison d'État. Voilà. Depuis 2004, on a été obligé d'être à la fois plus visible, plus ouvert. L'intelligence économique permet d'être en source ouverte, donc on est moins sensible à des notions de renseignement ou d'espionnage, on n'est plus dans le même univers. Et l'influence, ça fait partie de ce courant-là. Donc l'État, effectivement, s'est essayé. Le premier, ça a été le fameux M. Alain Juillet,
alors au représentant à l'intelligence économique, il appartenait au SGDSN, c'est-à-dire au niveau stratégique, service du Premier ministre, là il était à sa place. Et puis, pour des raisons d'efficacité, d'interface avec le monde industriel et commercial, on a déplacé ces structures, ces outils, ces équipes au niveau de Bercy. Mais, je dirais, c'est un peu la même problématique dans les entreprises. Si vous décalez la fonction influence ou la fonction intelligence économique dans un métier, ça devient plutôt l'influence de Bercy. Donc l'influence sur la fonction budget finance de l'État. C'est pas l'influence sur la culture, c'est pas l'influence sur le militaire, c'est pas l'influence sur les autres domaines. Mais je constate qu'il y a de plus en plus de monde, qui sont de plus en plus formés, qu'il y a de plus en plus de moyens. Alors partant de quasiment zéro, on ne peut en être que satisfait. Maintenant, à l'échelle des grands acteurs du monde, on reste quand même des tout petits. J'ai le souvenir de M. Alain Juillet faisant une conférence à l'école de guerre économique à une promotion de 60 de nos étudiants qui nous disait c'est bien que vous soyez là et vous allez être utile. La semaine prochaine, je pars à Shanghai, je fais la même conférence et il y aura 5000 Chinois dans la salle. Voilà. Maintenant, on n'a pas la taille, on n'a pas les ambitions, on n'a pas la même chose, on est d'accord, c'est pas la question n'est pas une comparaison d'égal à égal. Mais on fait avec les moyens de la France d'aujourd'hui. Il n'y avait rien, il y a eu un peu, il y a quelque chose maintenant qui ne fonctionne pas si mal, qui commence à bien fonctionner. Maintenant, il n'y a pas encore un ministère de l'intelligence économique. Ça va permettre de donner de la visibilité, de la légitimité. Et quand vous avez la légitimité, vous êtes plus à même de former des spécialistes, de fonder des structures, d'organiser, de participer au marché, tout simplement. Si vous voulez une équipe nationale d'un sport donné de bon niveau, il faut faire des pépinières, il faut former les jeunes, il faut faire des entraîneurs, il faut faire des centres d'entraînement. Eh bien, on est dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où, au niveau du politique, il y a un certain nombre d'acteurs. Vous avez cité M. Carillon, Marie-Noëlle Lienemann et d'autres. C'est un sujet qui peut maintenant être débattu, qui, il y a 30 ans, n'aurait pas pu être évoqué, purement et simplement. Donc maintenant, il y a des gens, par centre d'intérêt, parce qu'ils sont dans leur circonscription plus sensibilisés à telle entreprise ou à telle structure qui en a été victime ou qui sait le faire. Car si j'entends bien que nous avons des fragilités, il faut aussi reconnaître que la France a des compétences. Vous n'êtes pas... nous sommes 70 millions, c'est-à-dire 1% de la population mondiale, et on est, allez, je vais être gentil au sens le plus large du terme, dans les 10 premières puissances du monde. C'est-à-dire que 1% est dans les 10 premiers. Donc ça veut dire qu'on n'est pas complètement ni perdu, ni déclassé, ni autre. On est quand même, vu de l'extérieur de la France, on fait plutôt envie de pitié. Vous connaissez la formule, quand je me vois, je m'inquiète, quand je vois les autres, je me rassure. Allez à l'étranger, je vous assure qu'on se rassure. Et quand les étrangers voient des sociétés comme LVMH, Hermès, Bouygues, Eiffage, Vinci, Michelin, Sanofi, ils en ont très envie, ces structures, parce que ce sont des poids lourds, et vous ne pouvez pas être un poids lourd si vous ne savez pas faire ces choses-là. C'est pas possible. Oui et non. Non, parce que dans le domaine le plus sensible, évidemment, là, on est dans des choses qui sont par nature confidentielles. Par contre, quand j'ai commencé dans les années 90, où c'était vraiment les balbutiements, oui, on faisait un certain nombre de choses un peu élémentaires, mais dont l'objet était effectivement de la même logique. Par exemple, je me souviens qu'on faisait des campagnes qu'on présentait de communication, mais qui étaient d'influence sur le désarmement, sur ne gardez pas les armes, c'est dangereux, on est là pour vous protéger.
sur la liberté de circulation, on sait que vous avez la trouille, mais si vous faites des checkpoints, c'est pas un pays libre. Voilà. On faisait appel à un certain nombre de valeurs. Donc voilà, alors dans les choses un petit peu plus amusantes, si vous identifiez par exemple quelque part un adversaire ou une personne qui vous pose problème, vous pouvez par exemple faire passer un F-18 à 2h du matin au-dessus de sa maison plein turbo, et la personne qui est en dessous comprend très très bien le message. Voilà, on sait où vous êtes, on sait que vous êtes là, et ça serait gentil qu'on ne revienne pas. Donc ce genre de messages plus ou moins subliminaux, oui, ça fait partie des opérations psychologiques, ça fait partie des signaux qu'on envoie à un tel ou un tel pour faire savoir que, pour faire comprendre que. Voilà. Les Russes sont une des 4 ou 5 grandes écoles de l'influence dans le monde. Donc c'est une chose entendue, les Russes savent faire, ils ont la culture, ils ne l'ont jamais abandonnée. Par contre, ils ont une manière de le faire qui relève de la pure et simple brutalité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance. Vous avez peut-être vu il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, il y a un pilote d'hélicoptère russe qui a fait défection, qui a amené son hélicoptère du côté de Kiev et qui évidemment a quitté le pays très discrètement. Bon. Il se trouve qu'il vient d'être retrouvé criblé de balles, brûlé dans une voiture en Espagne. Le message est clair, la méthode est claire, il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'on fait ce genre de choses? C'est pas dans nos habitudes, c'est pas comme ça qu'on le ferait. C'est pas notre logique. Voilà. Donc oui, les Russes savent faire, savent déstabiliser, mais en même temps, ils ne le font pas toujours de façon très fine. Quand on parlait tout à l'heure des tags de croix de David sur les murs de Paris, d'étoiles de David sur les murs de Paris, dans les 48 heures, on a su que c'était 2 Moldaves, dans les 72 heures qu'ils avaient été payés pour, et dans la semaine qui a suivi, on pouvait quasiment identifier toute la chaîne de commandement. Donc il y a parfois ce manque entre guillemets, de finesse. Je peux vous citer par rapport à ça un propos de l'ancien patron de la CIA qui disait qu'il vivait quand même une époque formidable, c'est-à-dire qu'il avait connu à ses débuts, il y a 40 ou 50 ans, l'époque difficile. Pour faire un coup d'État, il fallait envoyer les SEALs, les forces spéciales de la CIA, c'était compliqué, dangereux et cher, et que maintenant, il va subventionner 3-4 bonnes ONG qui vont faire le travail à sa place, et qui trouvaient ça vachement bien. D'où mon recul sur les ONG. Eh bien, oui, nos différentes écoles savent faire différentes choses. Les Chinois sont plutôt dans la clandestinité, la dissimulation. Non, tout le monde connaît les fondations Confucius qui pullulent partout. Voilà, on les voit arriver, on sait qu'ils sont là, ils le font. Il y a des pratiques, il y a une finesse, il y a une vision stratégique à avoir. On a différentes écoles de pensée. Les Anglais, Israël, Russes, Français, on a été bons. Et compte tenu de notre pensée, probablement on peut être à nouveau relativement bon là-dessus. On le fait de façon différente. Voilà, c'est une question culturelle, tout simplement. Est-ce que parfois, à la marge, on aurait pu utiliser ces techniques? Écoutez, la meilleure façon de vous répondre, c'est non, on ne l'a jamais fait et on ne le refera jamais. Ça fait partie de ce changement de culture générationnel, anthropologique actuellement. Oui, ça fait partie de ça. On est en train de se ressaisir. Le vrai travail de départ, c'est de refaire des doctrines. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les limites qu'on se donne. J'ai connu une époque où, par exemple, l'institution militaire disait « on s'interdit de mentir ».
Et donc j'avais fait remarquer que si on s'interdisait de mentir, c'est qu'on ne peut plus faire de ruse et de stratagème. Si la ruse consiste à dire que je suis à gauche alors que je suis à droite, c'est un mensonge. Donc il faut que la doctrine soit compatible à dire « Non, mais vous avez tout à fait le droit de faire une ruse en disant qu'on est à gauche alors qu'on est à droite. » Donc ce vrai travail de réflexion relève de plusieurs problématiques. Le problème, c'est de l'écrire. Et être doctrinaire, ce que j'ai été pendant 8 ans, c'est un vrai travail. Et après, de faire partager, diffuser et enseigner dans tous les domaines, métiers des différentes institutions. Dans une entreprise, il faut que tous les métiers savent qu'ils sont des capteurs potentiels pour remonter de l'information. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont des clients potentiels par rapport à l'intelligence économique. Donc ça demande de l'éducation, de la pédagogie, ça prendra du monde. Moi, j'ai connu une époque où les entreprises disaient « Pourquoi voulez-vous que je fasse de la publicité? Je vends très bien mes produits. » Années 70-80. Aujourd'hui, ça ne viendrait à l'idée de personne, y compris dans les PME, d'avoir un minimum communicant de logo, de vision, de présence information. Il a fallu 40 ans pour ça. On est dans ces 40 ans-là. C'est-à-dire qu'on est entre le moment où on se dit bon, on a besoin de le faire, et pas encore le moment où ça sera une telle évidence que ça sera réintégré dans les organismes. Mais ça viendra. Il n'y a aucun problème, c'est une évidence. La technologie nous l'impose, le rendement capitalistique de ce que ça représente nous l'impose, donc oui. J'ai connu des cas, et vous me pardonnerez de ne pas être précis là-dessus, où 2 concurrents au niveau mondial avaient une concurrence de produits, et où un des concurrents s'est arrangé pour que l'autre ne puisse même plus avoir accès aux matières premières. La guerre est finie. Si l'autre n'a pas l'accès à la matière première, il n'y a plus de concurrents. Mais ça, c'est pas conventionnel. Conventionnel, c'est faire la guerre du marketing, la guerre des prix, la guerre de la communication, la guerre commerciale. Ça, oui, ça c'est habituel, c'est logique. C'est ce que toutes les écoles de commerce apprennent. Sauf que là, on n'est pas à ce niveau-là. Faut-il que je vous rappelle l'histoire du Concorde. Concorde. On a l'avion, 30 ans d'avance, le plus beau, le plus incroyable, le plus extraordinaire avion du monde. Des années d'avance sur n'importe quel truc américain, fait pour la traversée États-Unis et Europe. Aller-retour. Nos amis, nos alliés américains nous disent mesure bien ce que ça représente. C'est-à-dire un concurrent mortel pour l'économie aéronautique américaine qui n'était pas capable de sortir la même chose. Et il nous explique du jour au lendemain que non, le Concorde fait beaucoup trop de bruit, il ne peut pas survoler les États-Unis. On devait en faire 800 ou 1000, on en a fait 13, puisqu'il perdait sa fonction. Ça, c'est non conventionnel. C'est pas le combat sur le prix, la qualité, c'est pas le marché, le doux marché ouvert à la concurrence transparente et fair-play que la mondialisation prétend nous apporter. Et c'est pour ça que la guerre économique est un fait, c'est pas un jugement, c'est un fait, où effectivement il y a un certain nombre d'acteurs, et généralement les plus puissants par nature, ne jouent pas la règle. Alors vous me direz, mais pourquoi nous on ne la joue pas? Parce que quand on joue contre quelqu'un tellement plus puissant, il est évident qu'on ne peut pas la jouer de la même façon. C'est là où il faut devenir un peu plus corsaire. Si je n'ai pas une flotte égale à celle de mon adversaire, il va falloir que je m'approche de manière détournée, indirecte, subversive, transgressive, corsaire, pirate. C'est ce qu'on appelle la relation du faible au fort. Si le faible n'a pas les moyens du fort, il va avoir 2 attitudes. C'est 1, empêcher le fort de déployer sa puissance, au principe même que, étant le fort, il devrait être plus moral, donc ne pas utiliser sa force. C'est par exemple tous les débats qu'on a actuellement sur les violences de la police. Je ne sais pas s'il y a à avoir un jugement de valeur sur les violences policières. Je suis sûr que ceux qui prétendent à ce qu'il y a de la violence policière cherchent par là même
à obtenir que la police se retienne, donc n'utilise pas sa force contre le faible qui serait le manifestant. On est dans cette logique-là.